vacances, j'ai pas encore choisi. Mer, montagne, campagne. Plage ou rando? J'ai toujours rien réservé, moi non plus. T'aurais pas des bonnes adresses, Marie? Tout dépend de ce que t'aimes faire. T'es plutôt gîte, camping, hôtel 5 étoiles. Je te vois bien en hôtel 5 étoiles. Oui, quelque chose de reposant, c'est ça, genre hôtel 5 étoiles. Mais pas trop cher quand même. Hein. Non, non, pas trop cher. Non mais et c'est bon là, on a une émission à faire, donc on me donne les chapeaux, hein, et puis on va bosser un peu, c'est pas possible. On est marre, connerie. Bah à la fois on est dans le thème. À l'approche des vacances, on a décidé de vous parler du tourisme en Normandie. Avec 15 millions de nuitées l'an dernier, la Normandie reste la 9e région touristique de France. Alors qu'est-ce qui fait vibrer nos touristes? La Normandie offre-t-elle quelque chose que les autres régions n'ont pas? Cabourg est une rêverie. Un retour au temps béni des premiers bains de mer, de cette belle époque que l'on imagine prospère, insouciante. Et c'est peut-être ce qui continue de faire l'attrait de la destination Normandie. Elle permet de voyager dans le temps. Comment se renouveler? Le tourisme normand n'a-t-il pas un peu tendance à se reposer sur ses pommiers? On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. À Romanche et son musée nous font revivre intensément ces heures émouvantes et tragiques. Aujourd'hui, l'exposition attire encore 315 000 visiteurs par an. Sans délivrer de grands secrets, je pense que pour le 75e anniversaire, nous devrions pouvoir proposer quelque chose de très moderne. Alors comment continuer à attirer les visiteurs? Quelle piste pour le tourisme de demain? Passe-t-il par les nouvelles technologies ou par un retour à l'humain, à la bonne vieille visite guidée? Bienvenue à bord de l'Historial Jeanne d'Arc. Laissez-vous guider pendant 45 minutes. Tous les quarts d'heure, les visiteurs prennent le départ d'une visite high-tech. L'Historial retrace au cœur de l'archevêché de Rouen l'épopée de l'héroïne médiévale à coups de vidéoprojection, d'hologrammes, d'écrans et de lumière. Enfin, notre invité des 3 dernières minutes sera Camille Jouer, le président du festival rouennais Regard sur les cinémas du monde. Il nous livrera sa vision du tourisme. C'est un symbole que les Normands revendiquent fièrement. Non, le Mont-Saint-Michel n'est pas breton et heureusement pour le tourisme dans la région avec ses 2 millions de visiteurs par an. Parmi eux, Olivier Duhamel et Hervé Colosio. J'ai parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour revoir le Mont-Saint-Michel. Ça vaut bien une photo de loin et de pied. En approchant du monument, je découvre les nouveaux accès et la passerelle. Ils ont coûté 185 millions d'euros, quand même. Finalement, on a décidé de demander une autorisation pour se garer au pied du mont, parce que sinon c'était 2,5 km à pied, ça faisait un peu loin. Et puis, à vrai dire, j'ai un peu faim. Il y a ça là, la mer Poulard. Et puis le parking m'aurait coûté une douzaine d'euros à la journée. Alors si en plus je veux manger une bonne omelette... 49 euros quand même. Ouais, c'est un peu cher, non? On trouvait que c'était un peu cher, effectivement, ouais. Vous croyez que c'est des œufs spéciaux? Ah, c'est peut-être il y a peut-être des plus spéciales ici. Des œufs de coq, je pense. Des œufs de coq? Ah, c'est ça, c'est des œufs de coq. Sacrément florissant le commerce du coq sur le mont. Il y a aussi un hôtel, un magasin de souvenirs. Enfin tout ça me donne envie de prendre de la hauteur, alors je fais comme tout le monde. On suit, on visite tout. Ouais, c'est ça, ce jeu, c'est de suivre. C'est de suivre. Bon, allez, Non, et on de y va. voir aussi, et d'acheter, tout ça. Ah, acheter. Bon, bien sûr. Et le côté spirituel alors? Aussi, on va faire tout ça. Good pictures? Yeah. You happy? You are happy? Yeah. Yeah. Excusez-moi, ils vous dérangent pas trop tous ces touristes là? Mais nous sommes là pour eux. Et vous, vous êtes là pour nous. Ah ça c'est du robinet. Hein. Ça y est, enfin, ce que j'attendais, la terrasse. You have not that. Vous n'avez pas ça à New York. Non, on n'a pas ça à New York. On a des choses aussi hautes, mais c'est pas pareil. Et oui, même durant une journée ordinaire sur le mont, il y a toujours cette ambiance un peu particulière. Bon, faut que j'y aille. J'ai faim. C'est très joli, Erwan. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Écoute Marie, le tourisme religieux, cela existe aussi. 700 000 visiteurs passent ici chaque année à Lisieux. Et bientôt, tu vas me dire que c'est un des sites touristiques les plus visités de Normandie. Et tout à fait, c'est même le 3e site le plus visité en Normandie. Et la fréquentation augmente. Ici, on vient d'abord en pèlerinage. Ah oui, ça je sais. On vient ici sur les traces de Sainte Thérèse qui a été canonisée en 1925. Et je sais aussi
que cette basilique a été consacrée il y a 60 ans. Alors je te l'accorde, on est bien loin des stations balnéaires ici. La preuve que le tourisme en Normandie est bien diversifié. On y revient dans un instant, dans cette première partie. On en parlera avec notre invité Philippe Fontaine, philosophe, et Alice Gandin, conservatrice au musée de Normandie. Elle nous racontera l'histoire du tourisme qui a commencé ici, dans notre région, au 19e siècle. Mais d'abord, Erwan, j'ai une petite surprise pour toi. Oula. Ah, je la reconnais cette carte. Sauf que cette fois, c'est moi qui pose les questions. D'accord. Prêt ? Je suis prêt. Alors, quelle est la première destination touristique en Normandie ? Ah, ça c'est facile, elle est tout au sud, tout à l'ouest de la région. C'est le Mont-Saint-Michel, 2 à 3 millions de visiteurs tous les ans. C'est même l'une des destinations les plus visitées en France, hors région parisienne. C'est pas mal. T'as révisé, non ? Un petit peu. Mais il y avait un piège. Effectivement, si tu comptes l'ensemble des sites de la bataille de Normandie et des plages du débarquement, là, ça fait 5 à 6 millions de visiteurs, avec notamment 440 000 visiteurs rien que pour le cimetière américain de Colville-sur-Mer, sur les hauteurs de la plage de Omaha Beach. Alors la basilique de Lisieux, on l'a vu, 3e destination de Normandie. Et alors, en Haute-Normandie, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, quand même, il y a Giverny, les jardins et l'ancienne propriété de Claude Monet, qui attire tous les ans plus de 600 000 visiteurs. Rien à voir entre ces 4 destinations. Non, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait venir les visiteurs chez nous, en Normandie ? Petite réflexion touristique avec Pierre-Marie Puot. Quoi de plus émouvant que de marcher sur les pas des pèlerins d'autrefois, que d'éprouver le même émerveillement face à l'immensité ? Et quoi de plus dépaysant que ces géants de la marine à voile qui nous transportent vers des horizons lointains, vers des terres inconnues ? C'est notre imaginaire qui toujours pousse à boucler les valises. Or, quand l'époque est terne, inquiétante, il est tentant de voyager dans le passé. C'est peut-être ainsi que le débarquement est devenu un vrai fonds de commerce. Les derniers vétérans du Didet s'en vont. Paradoxalement, le tourisme de mémoire ne s'est jamais aussi bien porté. Au mémorial Pegasus Bridge, le matériel, les uniformes, les lettres, les photos, tout rappelle les hommes de la 6e division aéroportée britannique. La plupart des objets que nous avons ici dans le musée, si ce n'est tous d'ailleurs, sont des objets qui nous ont été donnés par les vétérans, par leur famille. Dans le fond du musée, par exemple, vous avez un petit chapelet qui a été donné par Teddy Glenn, un monsieur qui est décédé il y a 10 jours, par exemple. On pourrait presque le toucher. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, il y a vraiment ce contact-là avec les vétérans, c'est notre famille. C'est un musée qui reste très familial et il y a vraiment cette recherche en fait du souvenir et ce devoir de mémoire. La carrière touristique de Pegasus Bridge a été lancée par le célèbre film Le jour le plus long. La superproduction de Daryl Zanuck a inscrit le pont dans notre mémoire collective. Alors qui pense que c'est le vrai ? J'y vais les mains pour voir un petit peu. Qui pense que c'est une réplique ? Qui n'a pas d'avis ? Il y a toujours 2-3. Alors le pont que vous avez devant vous, c'est le vrai pont en effet. Et je vais vous donner des preuves de ma bonne foi, comme quoi je ne vous mens pas, que c'est bien le vrai pont. Suivez-moi, je vais faire voir si le pont. Si vous regardez à droite du contrepoids, on distingue encore très bien les impacts d'obus. Vous voyez sur la droite ? Pegasus Bridge est devenu l'un des symboles de l'engagement de ces soldats venus défendre une certaine idée de la liberté. Et de nos jours, leur sacrifice nous fascine. On ne peut pas imaginer tout ce que ces jeunes hommes ont vécu à l'époque et revoir les lieux, les objets aussi en vitrine. Au-delà des mots, c'est mettre du sens. Quand on vient sur les lieux, je ne dis pas qu'on ressent exactement ce que s'est passé, mais c'est émouvant, quoi. On revit un peu tout ce qu'on a vu à la télévision l'année dernière par rapport au 70e anniversaire et tout ça. C'est vrai que on a l'impression de vivre également. À Cabourg, même quand le vent de nord-est pique les élégantes, la promenade reste le cœur battant de la station, sa raison d'être. L'endroit a été conçu il y a 150 ans pour voir et être vu, et pour ne jamais rien manquer du spectacle de la mer. Qu'est-ce qui fait le charme de l'endroit, de cette côte fleurie ? Eh bien écoutez, je sais pas. Mais en tout cas, je suis tombée amoureuse de Cabourg, voilà. Donc, je sais pas. C'est comme ça s'explique pas quand on tombe amoureux. La ville conserve une grâce surannée. Cabourg n'hésite d'ailleurs pas à jouer de ses atours rétro.
pour séduire. On n'est pas comme toutes les autres stations balnéaires, on est une station balnéaire qui a quelque chose en plus, un petit charme, un petit côté typique différent. On a plein de villas de la Belle Époque. On a aussi la trace de Marcel Proust qu'on retrouve un petit peu partout, parce que donc, Marcel Proust a séjourné au Grand Hôtel de 1907 à 1914. On vient là, on a un petit goût de cette époque passée. Cabourg est une rêverie, un retour au temps béni des premiers bains de mer, de cette belle époque que l'on imagine prospère, insouciante. Et c'est peut-être ce qui continue de faire l'attrait de la destination Normandie. Elle permet de voyager dans le temps. Alice Gandin, conservatrice du patrimoine au musée de Normandie à Caen. La Normandie est le berceau du tourisme en France. Philippe Fontaine, philosophe, l'intérêt pour le tourisme mémoriel résulte de la perte des valeurs collectives fondatrices de notre identité nationale. Alice Gandin, à la fin de ce reportage, on découvre Cabourg et sa grâce surannée. C'est intimement lié à son histoire et puis aussi à l'histoire du tourisme en France tout court. Alors Cabourg est une très célèbre station balnéaire créée sous le Second Empire et dans le reportage on voit Cabourg dans les années folles où les gens viennent se baigner avec plaisir. Mais il faut savoir que la Normandie est la plus ancienne région touristique et balnéaire de France, où c'est là que sont implantés les premiers établissements de bains de mer au tout début du 19e, donc c'est vraiment très ancien. À l'époque, on vient pour se soigner, d'abord. Les bains de mer ont des vertus thérapeutiques, on vient soigner la rage, l'asthme et différents maux. Alors certaines stations ont des spécificités thérapeutiques. Alors il y a Dieppe en 1822, mais aussi Granville en 1830 avec son établissement de bain de mer. De ce bain de mer thérapeutique a découlé le bain de mer on découvre le plaisir de la nage, en fait. De la nage, mais ça, il faut attendre les années 1920 pour découvrir la nage et le maillot de bain que l'on connaît. À la fin de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, apparaît un nouveau rapport au corps. Les critères de beauté changent. On commence pour être beau, il faut avoir un corps svelte et être bronzé. Et petit à petit, les stations balnéaires du sud de la France ravivent la première place aux côtes normandes. Et le bronzage est plus difficile. Voilà. Et le séjour, la villégiature au bord de mer se transfère dans le sud. En gros. En gros. Et finalement, étonnamment, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va relancer le tourisme en Normandie. Dès 1945, le sous-préfet de Bayeux, M. Triboulet, crée le comité du débarquement, avec comme mission première la commémoration et la valorisation des sites de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est très très tôt dans l'histoire de la Seconde Guerre. Philippe Fontaine, comment est-ce qu'on peut expliquer cette envie très vite, très tôt après la fin de la guerre, d'aller sur place ? Je pense qu'il y a un besoin de revenir sur les traces des événements historiques passés, plus ou moins récents ou lointains. C'était encore très récent. Hein ? C'était très récent, mais précisément, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour qu'un peuple, une nation, trouve son identité et retrouve un certain nombre de valeurs qui avaient été précisément mises à mal par la guerre, par les horreurs de la guerre. Et donc je crois qu'il y a un besoin de réparation, en quelque sorte, intellectuelle, culturelle. Et c'est ce qui... On se retrouve. Tout à fait. On se reconstitue et l'unité de la nation se reconstitue. Et pour cela, il faut aller en effet sur ce qu'on appelle des lieux de mémoire, c'est-à-dire des endroits où des événements historiques essentiels, fondamentaux, ont eu lieu. C'était le cas des plages de débarquement, par exemple, évidemment, juste après la guerre. Et on le voyait dans le reportage, le tourisme de mémoire ne s'est jamais aussi bien porté encore aujourd'hui. Et pourtant, les vétérans disparaissent les uns après les autres. Pourquoi maintenant encore ? Oui, parce que justement, je pense que ça n'est pas seulement une question de laps de temps après les événements eux-mêmes. Et on pourrait même penser que plus les événements sont lointains, plus ce besoin de retrouver un certain nombre de valeurs collectives est important, précisément parce qu'un peuple, une nation, a besoin de valeurs collectives dont on peut penser que dans notre société aujourd'hui, elles sont plus ou moins en voie de disparition ou de délitement. Enfin, c'est ce que j'allais vous demander, est-ce que c'est lié à la société d'aujourd'hui aussi ? Probablement. Il y a une sorte de montée de ce que les spécialistes appellent l'individualisme démocratique, qui est sans doute une bonne chose, mais qui a aussi un inconvénient, c'est-à-dire que chacun est renvoyé en quelque sorte à lui-même, plus ou moins isolé par rapport à la conduite de sa vie, au sens qu'il veut lui donner, parce qu'il n'y a plus ces valeurs collectives. Est-ce que c'est aller sur ces lieux de mémoire, est-ce que c'est une façon de fuir le présent ou au contraire de le vivre ? Alors à mon sens, c'est une façon de vivre le présent en étant
ouvert sur l'autre, sur la découverte de son histoire, sa propre histoire, et aussi d'une histoire internationale. Parce que dans le tourisme de mémoire, la visite des plages du débarquement, si le tourisme est aussi florissant aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a une portée internationale. Les médias parlent de la Normandie dans le monde entier, et ça influe forcément sur le tourisme. Merci beaucoup. Alors Marie, c'est quoi l'aiguille creuse finalement? C'est ce bout de rocher là-bas? Oui, enfin attention, c'est pas celui qui ressemble à une trompe d'éléphant qui arrive dans la mer, c'est celui qui est juste derrière, l'aiguille creuse, la cachette d'Arsène Lupin. En tout cas, c'est joli, ça valait bien la peine de monter. C'est un classique. D'ailleurs, tu trouves pas que de classique en classique, on a un petit peu de mal à se renouveler en Normandie? Il y a quand même de grands événements, on l'a entreaperçu tout à l'heure. Il y a l'Armada de Rouen régulièrement qui rassemble les plus beaux bateaux du monde sur les quais de la Seine, à Rouen. C'est vrai que la grande parade, c'est du beau spectacle. Il y a aussi les commémorations du débarquement tous les 5-10 ans. Le 70e anniversaire l'an dernier a d'ailleurs rassemblé 18 chefs d'État, mais aussi près de 6 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année. Et puis il y a aussi Normandie Impressionnisme, un événement sur l'ensemble de la région. La prochaine, la 3e édition aura lieu l'an prochain. En 2013, l'événement a quand même rassemblé 1 700 000 visiteurs. Oui, mais cet été par exemple, il n'y a rien. Alors on fait quoi? Nous en parlerons avec nos invités. Xavier Bailly, l'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, nous expliquera comment moderniser un lieu millénaire. À ses côtés, Jean-François Santet, le directeur du comité départemental du tourisme de Seine-Maritime, nous parlera d'un drôle de mot, l'expérientiel. Pour attirer de nouveaux touristes, il faut dépoussiérer les lieux de mémoire, qu'ils se renouvellent, mais sans perdre leur âme, sans tomber dans du divertissement à la Disney. Et l'équilibre est difficile à trouver. Au commencement, il y a Arromanches. C'est le premier musée du débarquement, inauguré en 1954. Sur ses archives, il fête son 10e anniversaire. Arromanches et son musée nous font revivre intensément ces heures émouvantes et tragiques de notre libération. De vastes dioramas, des collections saisissantes de vie, une salle de projection cinématographique. Aujourd'hui, l'exposition attire encore 315 000 visiteurs par an. Mais l'histoire a-t-elle de l'avenir? En 1938, l'Allemagne commençait par annexer l'Autriche. L'avenir du musée, nous y travaillons. Sans délivrer de grands secrets, je pense que pour le 75e anniversaire, nous devrions pouvoir proposer quelque chose de très moderne. Le tourisme mémoriel a surfé sur les commémorations du débarquement. Des musées privés ont vu le jour. Des musées sans cesse à la recherche de nouvelles attractions, de nouveaux publics. Jour d'inauguration au Dead Man's Corner dans la Manche. Les derniers éléments du décor sont posés. D-Day Experience. C'est le nom d'un nouveau parcours historique. C'est comme ça qu'on dit. Pour 12 €, passage dans la salle de briefing. Puis embarquement dans un C-47, un authentique transport de parachutistes, pour un vol de quelques minutes en 1944. L'avion est monté sur vérin, la simulation de vol est réussie. Moi qui travaille pour un musée, je trouve ça très intéressant parce que pour le coup, on rend plus vivant la chose et c'est très interactif. Et aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de toucher, de pouvoir ressentir ce qu'ont vécu les gens à l'époque. Il a fallu 8 ans et 3 millions d'euros aux propriétaires de ce musée pour réaliser ce projet. 20 000 visiteurs supplémentaires par an sont attendus. Un investissement nécessaire. Pour essayer d'attirer une nouvelle clientèle, parce qu'on s'aperçoit que les jeunes, notamment le débarquement, donc il faut arriver à travers une animation ludique comme nous on a fait, à leur faire prendre connaissance de l'histoire, à essayer de leur faire aimer l'histoire également. Au musée d'Arromanches,
on est loin de ce genre d'animation. Le 1er bataillon du régiment du Hampshire. Il faut faire attention à ne pas dériver trop vers ce qu'on appelle l'expérience, qui a priori ne veut pas dire grand-chose. Et ce qu'on se constate de plus en plus, c'est que les gens qui viennent ici avec des enfants en bas âge sont confrontés au phénomène Disney un petit peu. Les gens s'imaginent qu'on va donner aux enfants une attraction comme à Disney. Et nous, notre rôle, c'est de faire attention à ne pas franchir une barrière qui ne serait plus de l'histoire, mais qui serait justement du parc d'attractions. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça en tant que musée. Dans ce coin de Normandie, impossible de passer à côté du débarquement. L'attrait touristique de l'événement est une valeur sûre. Mais pour combien de temps? À Giverny, dans l'Eure, on a tout misé sur l'impressionnisme. Dès l'arrivée, le ton est donné. La SNCF a joué le jeu à fond. La gare de Vernon s'appelle Vernon-Giverny pour que personne ne rate l'arrêt. La maison de Claude Monet attire 500 000 visiteurs par an. Alors ici, tout est fait pour le touriste, tout ou presque. Moi, je trouve que ce serait bien d'avoir un appareil à carte bleue quelque part dans le village. Un distributeur d'argent. Voilà, un distributeur d'argent. Et puis, par ailleurs, nulle part, on peut changer des dollars à un Américain qui veut dépenser ses sous. Mais ça, je trouve, c'est quand même un peu dommage. Au musée des impressionnismes, on cherche à élargir l'offre. On a pensé aux enfants. Le musée a même un service des publics. Mais il y a d'autres personnages. Par exemple, dans le bureau de coton, il y a aussi un vendeur de coton. Adaptation, diversification. Voilà les mots-clés de la stratégie du musée. Vraiment être à l'écoute des visiteurs et proposer ce qui sera au niveau de leurs attentes. Parce que le musée est maintenant quand même au croisement à la fois du monde culturel, où il y a un impératif évidemment de scientificité, d'exactitude historique, etc. Et aussi d'une forme de divertissement liée au monde du tourisme. C'est aussi une industrie, le tourisme, en équilibre entre conservation et innovation. Jean-François Santé, directeur de Seine-Maritime Tourisme. La Seine-Maritime, une très belle expérience à vivre. Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le tourisme est pour nous un enjeu économique majeur qui nous engage à nous interroger chaque jour sur notre manière de travailler. Jean-François Santé, on l'a vu dans le reportage, ce n'est pas toujours simple de renouveler l'offre touristique. Giverny, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière l'exemple type du musée qui se repose sur ses acquis ? Giverny est essentiel, puisque nous avons besoin de vaisseaux amiraux pour déterminer les identitaires des destinations, comme Étretat est un vaisseau amiral, comme Le Havre, Rouen pour la Seine-Maritime. Non, je pense qu'il y a un potentiel d'animation autour de cette belle histoire des impressionnistes en Normandie. Il y a un potentiel, mais on n'y change pas grand-chose finalement à Giverny. Écoutez, Giverny, c'est le substrat de Monet, en fait. C'est un endroit comme un endroit muséal, en fait, où on raconte une histoire, l'histoire des impressionnistes. Oui, on sent bien que l'impressionnisme, c'est le moteur du tourisme dans le département de la Seine-Maritime. Et il y aura encore l'année prochaine Normandie impressionnisme. Votre slogan, c'est la Normandie impressionnante. Vous n'en avez pas marre de l'impressionnisme? Alors, justement, je pense que la Normandie impressionnante, ce n'est pas pour l'impressionnisme. C'est une Normandie impressionnante. Nous ne sommes pas la Normandie des vaches et des pommes en Seine-Maritime. Nous sommes la Normandie des endroits un peu impressionnants. 130 km de falaises. Les deux grandes villes normandes, Rouen et Le Havre, sont en Seine-Maritime. Les méandres de la Seine. Les impressionnismes aussi. C'est l'idée que lorsqu'on arrive en Seine-Maritime, c'est une destination qui vous marque pour longtemps et qui impressionne réellement. C'est ce qui ressort des 200 journalistes grosso modo qu'on invite chaque année ici. Voilà. Xavier Bailly, aujourd'hui pour faire évoluer le tourisme, il y a un concept, c'est l'expérientiel. Oui, qu'avons-nous envie de vivre dans un lieu? En d'autres termes, qui sommes-nous et comment avons-nous envie d'être accueillis, reconnus par le lieu? Donc est-ce que l'on y vient avec nos enfants? Est-ce que ce sont le regard des enfants et leurs préoccupations qui vont donner le tempo dans une visite? Est-ce que c'est l'horaire? Est-ce que c'est la manière? De toute façon, finalement, c'est peut-être le changement d'objectif. Et ça se traduit comment à l'abbaye du Mont-Saint-Michel? À l'abbaye du Mont-Saint-Michel, ça se traduit
très concrètement par une meilleure exigence des conditions d'accueil, nouvel aménagement de l'aumônerie, nouvel aménagement du cellier, nouvelles boutiques et nouvelles notions d'accueil, mais c'est aussi toute une palette d'offres. C'est une visite en famille, c'est ouvrir des lieux inconnus, la visite dans le ciel de l'Archange, c'est étendre les horaires. La déambulation cet été, la déambulation poétique en nocturne. Absolument, c'est donc une extension des horaires d'ouverture jusqu'à minuit avec un parcours poétique nocturne, une nouvelle scénographie, une carte blanche offerte à de jeunes scénographes qui vont repenser le lieu, le réinterroger et apporter une touche tout à fait spécifique et des ambiances différentes. Alors, la déambulation nocturne, elle existe déjà depuis des années. On a l'impression que le Mont-Saint-Michel se contente finalement de son image de carte postale. C'est ça qui compte ? Alors, l'image de carte postale est importante puisqu'elle est finalement une offre de séduction pour certains publics. Mais il ne faut pas s'en contenter. Et il s'agit bien de renouveler cette image, de la réinterroger, de la rajeunir, de dire le Mont-Saint-Michel, c'est pas que pour les touristes de proximité, c'est pas que pour les Japonais, c'est aussi un lieu dans lequel on vit des moments d'exception. Et Jean-François Santet, ces visiteurs, il faut les faire évoluer. Aujourd'hui, il faut aller chercher d'autres publics. En fait, on ne va pas chercher les publics, ce sont plutôt les publics qui viennent à nous maintenant. Donc avec le principe du web, vous savez qu'aujourd'hui, 70% de nos visiteurs choisissent les destinations en consultant les intégrateurs d'offres. On crée des magasins touristiques avec des expériences à vivre, nautiques, ressourcement, santé, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, les personnes viennent dans une destination très peu pour la destination, surtout pour l'expérience à vivre. Imaginez un jeudi soir la personne qui rentre d'une semaine de travail et qui dit à sa femme « Chérie, on fait quoi ce soir ?» Donc c'est du court séjour pour vous ? Eh bien, c'est surtout en court séjour. En fait, les décisions se prennent quelques temps avant le départ et c'est surtout l'expérience à vivre qui prime sur la destination. Alors que vous, Xavier Bailly, vous allez chercher plus loin vos touristes. Vous allez jusqu'en Inde maintenant. Oui, on va jusqu'en Inde, jusqu'au Brésil, en Russie, mais nous avons aussi un potentiel très important de Japonais, un marché chinois qui s'ouvre à nous. Mais néanmoins, la recherche de public, et j'y reviens, elle est quand même néanmoins importante. Nous sommes un lieu culturel, nous sommes un lieu inscrit dans un paysage, nous sommes aux confins de la Normandie et de la Bretagne. Donc nos habitants, ceux du territoire, ceux du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, ils sont les premiers détenteurs et ils sont aussi touristes de cette destination et nous devons avoir une offre qui leur est destinée. Merci à vous. C'est beau, c'est calme, c'est reposant, Marie, mais qu'est-ce qu'on fait là en fait ? Eh bien ça, c'est l'idée du Conseil général de Seine-Maritime pour relancer le tourisme dans le département. Avec un talus, une chaumière, une mare, c'est ça ? Entre autres. En fait, on est dans un clos masure. C'est un élément du patrimoine local unique que le département souhaite faire classer à l'UNESCO. Un peu comme le classement du centre-ville du Havre qui a fait exploser la fréquentation. Et bien pourquoi pas des hordes de touristes dans le Pays de Caux. Très bien, mais c'est quoi en fait un clos masure ? Ça, c'est une bonne question. Et tu vas le savoir tout de suite avec notre prochaine invitée que je vais rejoindre. Coralie Henke, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes la propriétaire de ce clos masure et donc vous allez pouvoir répondre à notre question. Qu'est-ce que c'est un clos masure ? Alors, un clos masure, c'est le corps de ferme typique du Pays de Caux. C'est-à-dire que c'est en fait un corps de ferme qui est délimité par un talus planté d'arbres de Auger, donc des hêtres ou des chênes, qui permettaient à l'époque de couper du vent, aussi je pense aussi pour des problèmes de ruissellement par rapport à l'eau. Et donc on a quand même quelques degrés de plus à l'intérieur du clos masure. Oui, c'est vrai qu'il fait bon. Et à l'intérieur alors, il y a un corps de ferme ? On a toujours une maison d'habitation, donc, qui était la maison du fermier à l'époque. Des étables, une grange qui permettait de stocker les moissons et qui permettait de battre le grain l'hiver. Et là derrière nous, il y a une mare. Il y a une mare. À quoi sert cette mare ? Alors la mare, elle sert à abreuver les animaux et puis aussi à faire le cidre qui permet de boire quelque chose de sain et qui permet de ne pas avoir trop de maladies. On buvait du cidre ? Voilà, on buvait du cidre. Pas d'eau ? Peu d'eau. Du cidre ou de la boisson, donc du cidre coupé avec de l'eau. Et donc du coup, il y a des pommiers ? Il y a des pommiers donc, qui permettent d'avoir à la fois de produire du cidre et puis aussi d'avoir des pommes à couteau pour alimenter la ferme. Merci beaucoup. Alors c'est bon Erwan, t'as tout compris ?
Oui, c'est plus clair maintenant. Et dans cette troisième partie, à l'image de ces clos masures, nous allons tenter de définir ce que sera le tourisme normand demain. La preuve, par l'exemple, notre prochain invité, Hervé Lebel, veut créer un nouveau musée sur l'histoire de la Normandie à travers ses figures célèbres. Il sera accompagné de Stéphane William Gondouin, rédacteur en chef de la revue Patrimoine Normand. Enfin, Florence Pinsard viendra nous parler de son gîte Slow Tourisme. Et à l'opposé du slow tourisme, parmi les grandes tendances, les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans l'offre touristique. Bienvenue à bord de l'Historial Jeanne d'Arc. Laissez-vous guider pendant 45 minutes. Tous les quarts d'heure, les visiteurs prennent le départ d'une visite high-tech. L'Historial retrace au cœur de l'archevêché de Rouen l'épopée de l'héroïne médiévale à coups de vidéoprojection, d'hologrammes, d'écrans et de lumière. Elle annonce un signe, ce signe, elle le donnera à Orléans, eh bien, faisons-lui confiance. Il y a une interaction entre le lieu et l'histoire, finalement. C'est très original, mais le dispositif rend la chose beaucoup plus réelle. 10 millions d'euros pour réhabiliter les cryptes romanes et gothiques fermées au public depuis des années et y installer ses créations audiovisuelles. Pour la métropole, rien n'était trop beau pour Jeanne. C'est quand même un personnage qui a marqué l'histoire, qui est aussi universel, qui est aussi bien apprécié donc, des Allemands, des Américains que des pays asiatiques. Et donc pour nous, c'était totalement pertinent de faire quelque chose avec cette histoire. Les yeux pétillants, ces touristes remontent le temps. Répartis sur les ruines de l'abbaye de Jumièges, 4 petits repères qu'il ne faut surtout pas manquer. L'application Jumièges 3D sur smartphone ou tablette, c'est un bond en arrière de 10 siècles. C'est formidable, mais on peut bien le voir comme ça a été dans le passé. Une innovation reconnue comme meilleure application culturelle du monde par un organisme dépendant de l'UNESCO. Je trouve que c'est intéressant avec des enfants parce que ça nous permet de justement gérer l'écoute en fonction des enfants. S'ils sont plus attentifs, on continue, on peut revenir dessus, voilà. La nef comportait 7 travées délimitées par des arcs reposant sur des piliers massifs en maçonnerie. L'idée, ça a été de proposer un outil de visite qui ne soit pas seulement l'outil papier qui vous accompagne, sur lequel vous vous arrêtez, vous vous référez à un texte. Non, ça a été de proposer quelque chose de vivant et d'interactif. Et vous êtes là pour plusieurs jours? En fait, on est là pour 3 jours. D'accord, ok. Bien curieux, Samuel, mais consciencieux et passionné. C'est pour ça que j'aime bien commencer ma visite par là. Parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup les couleurs aussi. Là, on voit que la mer, elle a un peu changé aussi de couleur depuis qu'on a commencé la visite. Au point de donner de son temps à de parfaits inconnus. Une balade pour transmettre son amour de la ville du Havre. Patricia et Christian suivent leur gritteur, les oreilles et les yeux grands ouverts. Au début, j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient tous, mais en les regardant bien, en fait, ils sont chacun a sa spécificité. Je suis impressionnée parce qu'en fait, dans d'autres villes, on a eu besoin aussi de reconstruire vite, mais c'était que du béton, réellement que du béton. Et là, il y a quelque chose en plus. La rencontre avec les incontournables immeubles perrés d'après-guerre est réussie. Le charme des grands espaces, de la verdure et des bassins opère aussi. Les Nantais sont conquis par la formule. On se sent plus libre en termes de questionnement. C'est autre chose parce qu'en fait, d'après nos conversations, Samuel peut nous emmener sur des endroits qui nous plairont parce qu'on en a parlé et qui correspondent peut-être davantage à nos centres d'intérêt. Et Samuel, le prof d'histoire géo vendéen, a toutes les raisons d'être aussi généreux. Le fait d'être arrivé au Havre il y a 6 ans, je pense que j'aurais aimé visiter la ville comme ça. Peut-être que j'aurais appris à la connaître et à l'apprécier plus rapidement. Nouvelle technologie ou guide bénévole, le tourisme du 21e siècle, c'est s'enrichir d'une belle expérience. Stéphane Gondouin, rédacteur en chef adjoint du magazine Patrimoine Normand. Pour moi, le tourisme de demain en Normandie, découverte, amusement, partage. Hervé Lebel, porteur du projet Normandie-Sénie, un projet pour voir le tourisme de demain différemment. Stéphane Gondouin, cet historial Jeanne d'Arc, c'était un musée nécessaire pour vous? Oui, parce que le personnage de Jeanne, c'est quand même un
personnage emblématique de l'histoire de France, de l'histoire normande, mais de l'histoire de France. Et jusqu'alors, il y avait quelques éléments disparates qu'on pouvait voir à Rouen pour aller un peu sur les traces du personnage, mais il n'y avait pas de grand centre qui permettait de rappeler la mémoire, de rappeler le déroulement des faits. Donc oui, c'est quelque chose qui va permettre de regrouper, de fédérer un peu tout ce qui était mémoire Jeanne d'Arc dans la ville de Rouen, là où elle achève évidemment son existence. Et c'est Jeanne d'Arc qui peut amener des touristes demain à Rouen? Oui, Jeanne, c'est un personnage qui est connu à travers toute la planète. Elle est adulée aux États-Unis, même en Angleterre, c'est un paradoxe. En Allemagne, elle est très connue en Extrême-Orient. C'est vraiment un personnage qui est intercontinental. On la voit partout, on la connaît partout. Elle est représentée sur des boîtes de biscuits aux États-Unis. Mais justement, c'est une vieille recette, Jeanne d'Arc. Est-ce que le musée demain, au XXIe siècle, sait encore ressasser ces vieilles recettes? Il faut proposer à la fois quelque chose qui soit dans un cadre historique, parce que l'histoire c'est quelque chose qui se respire, qui se sent. C'est pas simplement de la poussière sur des tranches de livres dans les bibliothèques. C'est palper un lieu. Mais on peut aussi arriver à mieux comprendre le lieu en question à l'aide de ces nouvelles technologies. On peut faire quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus animé, et qui permet encore une fois de séduire tout public et tout particulièrement les plus jeunes. Hervé Lebel, ces nouvelles technologies, c'est pour vous aussi un credo. Vous venez de présenter un projet qui s'appellera dans 3 ans, si tout va bien, Normandie-Sénie, un musée qui veut présenter l'histoire de la Normandie à travers 10 tableaux avec beaucoup d'utilisation de nouvelles technologies. Un projet en partenariat avec le Mémorial de Caen. C'est pas un peu étrange d'ailleurs, ce partenariat avec le Mémorial? Qu'est-ce que vous voulez faire? Un grand 8 avec un char d'assaut? Pas du tout. Non, je souhaite simplement, au niveau de ce projet, apporter un maximum de vérité historique. C'est vrai que c'est un projet qui s'adressera à la famille sous un aspect ludique, avec toutes les guillemets comme on vient de le dire précédemment, mais si vous voulez, je voudrais absolument que ce musée soit vraiment dans le respect de la vérité historique. La vérité historique et le ludique, c'est comme ça qu'il faut faire à l'avenir pour les musées? Je crois que c'est un plus. Il y a une demande au niveau maintenant d'une clientèle familiale qui vient justement avec ses enfants, qui évidemment est en totale phase avec le respect de cette histoire que la Normandie a traversée, mais qui souhaite une présentation bien plus interactive, qui donne... Alors ça passe, chez vous, ça passera par des animatroniques, c'est ça, des sortes de robots? Absolument, enfin des robots, exactement. Ce sont, puisque le fil conducteur sera les personnages de la Normandie qui l'ont rendu célèbre, et certains d'entre eux seront, si vous voulez, sous une forme robotisée. On a pensé par exemple à un Guillaume le Conquérant plus vrai que nature, jusqu'à 24-30 mouvements, et allant jusqu'à la possibilité de faire parler ce robot, et donc de le faire parler en plusieurs langues, donc de s'adresser à plusieurs clientèles, et en particulier à la clientèle anglaise, au-delà des autochtones. Stéphane Gondouin, vous confirmez, vous aussi, vous croyez au ludique pour l'avenir du tourisme, de l'offre touristique? Je crois que ça fait partie de l'offre. Il ne faut pas non plus jeter aux orties la cathédrale de Rouen et tous les grandes abbayes cannaises. C'est un petit peu un mélange de tout. Je pense qu'il faut une offre qui soit multiple et complémentaire. Et je pense qu'effectivement, c'est avec tout ça qu'on peut séduire le maximum de clientèle, notamment de clientèle étrangère, dans un contexte exacerbé de concurrence internationale sur le plan du tourisme. Maintenant, vous prenez un avion, vous partez à l'autre bout de la planète, donc il faut aussi expliquer et donner des atouts pour qu'on vienne chez nous. Merci à vous. Alors une autre tendance du tourisme aujourd'hui et demain, c'est aussi l'insolite. Pour sortir du quotidien, les hébergements sur l'eau, sur roue ou dans les arbres, on la cote. Jean-Marc Pitt a testé pour nous. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days arrive. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous avez vu, moi, je me suis déjà installé, je suis déjà chez moi. Très bien, vous avez bien fait. Racontez-moi alors comment vous avez trouvé cette merveille. Donc on l'a demandé à quelqu'un de nous la chercher en fait aux États-Unis. Et donc, elle a été trouvée en Géorgie. J'en avais vu une rouler en allant en vacances avec mes parents. Nous a passé comme ça juste à côté. Et puis, c'était l'image qui m'est restée de l'enfance. Et je me suis dit, un jour, j'en aurai une. Vous me faites faire la visite? Oui, pas de problème. Célia souffre d'un mal étrange et très répandu, l'américanostalgie. Et cette Normande est très contagieuse. Elle contamine les nombreux touristes qui viennent séjourner dans sa caravane Airstream Sovereign de 1969.
Tout y a été rénové pour offrir le confort et l'autonomie d'un gîte pour 4 personnes au cœur du bocage normand. Le succès a été immédiat et a même dépassé les espérances de Célia, puisqu'elle pensait faire hiverner son tube d'aluminium. Voilà, on a de la demande à Noël, au jour de l'an. Même on a eu des clients en plein. Il y avait de la neige, il y avait 1 mètre de neige. Des clients qui sont restés là une semaine, on était complètement époustouflés. Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer cette époque des années 60 aux États-Unis ? Les séries en fait qui étaient proposées à la télé, les séries américaines, Happy Days, voilà, que je voyais en rentrant de l'école le soir ou le mercredi. Et puis voilà, j'aime bien ce côté vintage, côté rétro, les films en noir et blanc, les voitures américaines, cette époque où tout le monde était heureux. Vincent a repris la ferme de ses parents près d'Étretat, sur le Tard. Il a parié sur les pommiers et leur valorisation par le cidre. Ces 400 variétés sont classées en 4 familles. Les amères qui donnent la structure et la couleur, les douces amères qui donnent de l'arôme. Son écomusée attire les touristes de passage que Marie, son épouse, transforme facilement en clients de la vente directe. Et une demande récurrente de ses visiteurs les a poussés à trouver une bien étrange solution. Et souvent, les gens nous disaient « mais ça serait sympa de passer une nuit dans votre ferme ». Oui, sympa peut-être, mais comment, on ne savait pas trop. Et c'est tout simplement en surfant sur Internet qu'on a trouvé ce tonneau. Et puis voilà, donc elle s'est imposée à nous. Il est arrivé brut, déjà aménagé, on n'avait plus qu'à l'azurer, puis à l'équiper de couettes, etc. Donc ça a été assez rapide. D'avril à octobre, le tonneau de Marie héberge les candidats au calme, au confort spartiate, à la simplicité et à la solitude, au milieu des champs. Et puis il y a ceux qui veulent prendre un peu de hauteur, s'élever, s'affranchir de la pesanteur. Nathalie et Sylvain ont tenté l'aventure la nuit dernière. Vivre entre ciel et terre, sous la protection des arbres, leur a tant plu qu'ils ont repassé les baudriers pour rejoindre leur tente suspendue, une nuit de plus. Est-ce que ça berce ? Oui. Ça berce. Oui. C'est autre chose, un petit peu comme dans un hamac. Voilà, tout à fait. Quand on fait la sieste dans le hamac, mais là c'est un peu ça, sauf qu'on a toute la nuit. Et alors, comme vous parliez de la nuit, de loin ça fait un peu nid d'amour. Est-ce que c'est bon pour la libido ? C'est pas mal. Le Woody Park de Fécamp propose ses 10 tentes suspendues depuis 6 ans maintenant. La plus haute flotte à 7 mètres au-dessus du sol, mais promis, c'est sans danger. On est sur un câble qui est sur plusieurs tonnes de charge, et puis un anneau qui va tenir la tente également sur plusieurs tonnes de charge. Si jamais cet anneau lâchait, il y a encore 2 sécurités, une par des sangles et une par un filet qui prennent le relais si jamais un anneau cassait. Mais surtout, audacieux chasseurs d'insolites, avant de monter dans vos quartiers pour la nuit, n'oubliez pas de prendre vos précautions. Florence Pinsard, propriétaire de gîtes et chambres d'hôtes en Normandie, les fermes de Florence. Et chez nous, c'est le slow tourisme, l'art de ne rien faire. Une caravane, un tonneau, des tentes suspendues. Vous, Florence Pinsard, vous proposez une autre forme d'hébergement, des gîtes labellisés slow tourisme. Alors, on va commencer par le début. C'est quoi le slow tourisme ? Le slow tourisme, c'est l'art de ne rien faire. C'est l'art de prendre le temps en vacances. C'est une tendance à la mode en fait, le slow. C'est né quand ? C'est né dans les années 80 et effectivement avec la vie trépidante que tout le monde vit aujourd'hui, en particulier dans les villes, on a aussi besoin de ralentir un peu et de prendre son temps. Ça a commencé avec la nourriture, hein, oui, slow food. Le slow food. En opposition exactement, au fast-food, tout à fait. Et c'est revenir à des fondamentaux. En particulier, la rupture avec son quotidien, la retrouvaille avec ses proches et le ressourcement pour soi-même. Et donc, c'est ce qu'on propose au sein de nos gîtes. Est-ce que c'est pas déjà ce que proposent les autres formes de tourisme, les autres gîtes ? Est-ce que c'est pas un peu facile de surfer sur la vague et la mode du slow tourisme ?
Non, c'est pas facile parce que ça fait depuis 2004 qu'on a ouvert et depuis 2004 on essaye de faire venir les gens chez nous, ce qui est loin d'être facile puisqu'on n'est pas dans les spots touristiques de la Normandie comme Honfleur, Deauville ou le Mont-Saint-Michel et qu'on se trouve au cœur du pays d'Auge, pas très loin de Camembert, beaucoup moins connu de tous les touristes, mais tous ceux qui viennent repartent enchantés. Et ce que vous proposez, c'est différent des autres gîtes ? On a la chance d'être déjà dans une propriété qui fait 8 hectares, donc qui offre un calme absolu. Matin et soir, on a les chevreuils qui nous rendent visite. Donc si ces petits animaux viennent, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de bruit. Et on a surtout misé sur le confort de nos gîtes qui sont classés 4 étoiles. D'accord. Et vous proposez aussi des massages, je crois. Voilà, on a cette année installé un jacuzzi, une salle de massage. Donc on propose des week-ends bien-être, package tout compris avec les petits déjeuners. Et on a aussi préparé un séjour pour les jeunes parents. Donc c'est un retour aux sources ? Oui. Mais avec du confort en plus ? Complètement. Parce qu'il serait difficile de le vendre s'il fallait dormir sur les ballots de paille. Merci beaucoup. Notre invité des 3 dernières minutes est un touriste normand, mais lui, il parcourt le monde à la recherche de films à présenter à son festival. Aujourd'hui, nous allons demander au Rouennais Camille Jouer d'inverser sa vision. Le directeur du festival Regard sur les cinémas du monde viendra nous parler de ceux qui viennent en Normandie. Camille Jouer est un découvreur de cinéastes et de cinéma. Sa passion l'amène à projeter à Rouen des films des pays d'Afrique ou encore des Caraïbes et du Pacifique. Car notre homme est avant tout le directeur du festival Regard sur le cinéma du monde, né en 1995. Un festival destiné à valoriser la création de l'hémisphère sud en général. 20 ans déjà que le cinéma du monde existe à Rouen, grâce à Camille Jouer entre autres. Ce festival est important. Grâce à ce cinéma du monde, on peut découvrir le monde. On dira encore de Camille Jouer qu'il est né au Sénégal, qu'il fut il y a bien longtemps chef d'escale pour la compagnie aérienne Regional Airlines, mais aussi qu'il dirige depuis 1999 la société Evadis, spécialisée dans la diffusion de films. Camille Jouer, pour le festival, tous les ans, vous recevez des artistes, autant de touristes qui viennent visiter la Normandie. Quel est leur regard sur notre région ? Déjà avant de venir, ils vont sur Internet pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la ville de Rouen, puisque le festival se déroule pratiquement là. À l'arrivée, ils ont déjà leur stylo et leur crayon pour me dire voilà, on a vu ça, on aimerait bien découvrir. Donc je pense que c'est plutôt le côté quand même Moyen-Âge, l'architecture. C'est les vieilles maisons qui les attirent. Oui, les colombages, les vieilles maisons. Et c'est rue piétonne en plus, et se pose des questions, comment est-ce qu'une ville comme ça puisse exister qui date du XIIe siècle et donc ils ont des repères. Avec moi, ils me parlent de l'Être Saint-Maclou, c'est où ? Mais Rouen, la Normandie, ce sont des endroits qu'ils connaissent avant de venir sur place ? Déjà la Normandie quand même, avec la Seconde Guerre mondiale, ils se posent des questions. Est-ce que les cimetières sont à côté ? Où est-ce qu'il y a eu tel et tel événement ? Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas que la portée des Américains. De Rouen, ils se donnent la peine d'aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, d'aller jusqu'aux plages du débarquement ? Oui. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Une image de carte postale ? Pas spécialement, c'est plutôt l'histoire. Parce qu'ils voient qu'il y a Jeanne d'Arc, il y a aussi une histoire médiévale. Donc ce n'est pas la carte postale, parce qu'elle est empreinte quand même cette région de destin. De destin croisé d'êtres humains et surtout d'un maillage aussi d'Américains déjà sur le terrain qui ont été ici là. Pour eux, c'est important de venir voir sur place. Ouais, c'est important de venir voir sur place et toucher. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils vont dans le détail des choses. C'est-à-dire que vous prenez juste un exemple, j'ai vu une cinéaste du Vietnam par exemple s'arrêter devant le portail de l'église Saint-Maclou et puis aller photographier le détail du détail de la sculpture. Alors vous-même, parce que vous-même vous êtes un voyageur, alors pour le festival vous allez également à l'étranger, à la recherche de films à présenter au festival, vous vous transformez là aussi en touriste. Quelle sorte de touriste vous êtes vous ? Alors je suis un touriste plutôt pas carte postale, mais plutôt je vais à la rencontre des gens.
Je vais aussi à la rencontre de certains lieux, puisque bon, arrivé là-bas aussi, on me dit tiens, voilà, il faut que tu vois ça et ça. Mais la rencontre avec le peuple de l'endroit où je vais est très très important. Je cherche la partie culinaire aussi, parce que je me dis tiens, il faut aussi goûter ce qu'ils font, mais en même temps, je m'imprègne de la vue que j'ai pour que ça reste infiniment, pas que dans la carte postale ou dans le visuel d'un appareil photo. Les hommes comptent davantage que les sites pour vous? Pour moi, ouais, les hommes comptent davantage. Et le fait d'être arrivé à Rouen il y a 30 ans, mes enfants sont nés ici et c'est une ville que je vends par exemple. Je vends sans cesse sur la beauté du coin, des paysages et surtout l'histoire. Merci à vous Camille. C'est moi, merci. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Nous espérons vous avoir donné envie de redécouvrir la Normandie. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles enquêtes de région. D'ici là, passez de très bonnes vacances. Bon, allez, je vous les rends, vous êtes bien débrouillés. Vacances moi je vais rester ici de toute manière. Voilà. Ouais, moi, allez, bonnes vacances. Bonnes vacances. Salut. Ici, on vient d'abord en pèlerinage. Ah oui, ça, je sais. Je sais par exemple que... On vient ici... Pardon, je suis désolée. Ici, on vient d'abord en pèlerinage. Oui, ça je m'en doute. Je sais que Sainte-Thérèse... Ah merde. Pardon. Trop tard et trop tard et trop tard. C'est donc ça, ce bout de rocher, l'aiguille creuse? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas... Attention. I'm singing in the Hetrota. Sur les quais de la Seine, à Rouen. C'est vrai que... Désolée. Ça va? Bah voilà. Auparavant, on se baignait en maillot de bain de laine. Et puis, arrivent les années 30. Alors... C'est bon? Et puis arrivent les années 30. Alors en fait, c'est juste après. Mais c'est pas possible. Chapeau, 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 chapeau. Séquence 10, scène de fin, deuxième.